Bienvenue dans le podcast Lundi au Soleil. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Calixte Bonnet-Saint-Georges, Head of People in Résidence Avisio, mais pas que, et bien plus encore, j'ai envie de te dire. On va y revenir parce que tu as plein de rôles différents. En tout cas, je suis ravi de te recevoir. Bonjour Calixte, comment vas-tu ? Bonjour Timothée, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Très heureux et honoré de passer dans ce podcast. Eh bien écoute, tu vas voir, on va bien se marrer. J'adore que tu m'appelles Timothée parce qu'il n'y avait que mes profs, j'en parle souvent, qui m'appelaient Timothée. Donc j'ai toujours un petit coup de stress quand on m'appelle Timothée. C'est mes profs de collège et de lycée. Au tableau, Timothée. Exactement. Alors aujourd'hui, on va parler de RH. Alors c'est un sujet bien évidemment très très large. On va être un petit peu plus précis. On va parler notamment de la fonction, bien entendu, ça va en premier lieu, celle d'aujourd'hui, mais aussi celle de demain, entre rôle, responsabilité, vision, réalité du terrain et un certain nombre d'aspects complémentaires. Voilà, donc ça va être assez riche. On va essayer d'aller vite. Donc t'inquiète pas, je te couperai si tu parles trop, promis, mais je le ferai avec tact et bienveillance, comme on dit. Donc voilà, merci en tout cas de venir nous rejoindre dans le podcast. Avant de commencer, il y a toujours quelques questions inopinées que je pose. Alors je crois que tu es un auditeur aussi du podcast et je te remercie. Avant de rentrer dans le sujet, toujours ces petites questions. Alors, est-ce que le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot ? Je le passe bien sûr au boulot, avec beaucoup d'activités, on est un peu obligé. Et surtout, comme une de mes grandes activités, c'est de piloter un collectif de RH qui sont chez les clients. Il y a souvent chez les clients les rendez-vous le lundi de lancement de la semaine ou de lancement du mois, etc. Donc le lundi, c'est plutôt un jour qui est consacré à moi, j'avoue, où je prépare ma semaine, je bosse, voilà. C'est plutôt un jour au bureau du coup. D'accord, c'est un jour au bureau. Est-ce que tous les lundis se ressemblent, ils ont toujours la même structure ? Pas du tout. Tes rendez-vous, ok. Absolument pas. Okay. Alors ça, c'est vraiment pas moi. Ok, d'accord. Pourquoi ? Parce que tu te dis, je suis pas réglé comme une horloge, ça me fait chier, ou c'est juste en fait, ça va dépendre en fonction des urgences, des priorités L'un conditionne l'autre. Ouais. Je pense que je suis bien meilleur quand c'est le bordel que quand c'est organisé. C'est là où je suis plus efficace, où j'ai plus d'innovation, de créativité, etc. Et puis, il y a les urgences. Métier RH, c'est fait d'urgence. Donc, c'est toujours différent. Je détesterais avoir un boulot très cadencé, réglé, comme un développeur peut avoir avec le lancement à 9h, il bosse de 9h30, machin, ensuite il débug et tout ça. Ça, c'est vraiment pas fait pour moi. Ouais, ok, d'accord. La journée millimétrée, c'est pas ton sujet. Non. Moi non plus, je te rassure. On va faire un petit détour par ton parcours. Et la première question, je ne te l'ai pas partagée, c'était une question un peu piège. Il y en a quand même quelques-unes. En fait, moi, j'ai quand même, en lisant, je dirais, ton CV, j'ai remarqué que tu avais fait Epita. Mais bien sûr. Et du coup, je me dis, comment un mec qui a fait Epita se retrouve à bosser dans les RH ? Vraiment, pas prémédité. J'ai voulu être tennisman professionnel. Ah ouais, déjà, ça, bien avant. Ça me plaît, ouais, ok. Et puis, je pense que mes parents ont bien fait de dire non, parce que j'étais, je pense, bon, mais j'avais aucun talent. Okay. Donc, ils m'ont stoppé. Ensuite, j'ai voulu être développeur. Donc, dès l'âge de 15 ans, et tu 15 ans, j'avais tout, 95, c'était, je commençais à toucher à tout. J'ai fait des stages de montage d'ordinateurs dans des entreprises. Et donc, j'ai voulu faire Epita en 2000. Mes parents ont refusé. J'ai fait donc un Dust Miali, qui programme les automates industriels, les machines à café, les ascenseurs, etc. J'ai retenté Epita. J'y suis allé en 200002. Et là, tes parents faisaient la gueule ou pas quand tu... Et là, mes parents faisaient la gueule, bien sûr. Je suis petit dernier, je partais à Paris. J'étais en plus assez jeune. Et ça a été la catastrophe. Je pense le premier échec de ma vie. Je me suis rendu compte que je surnageais. Même pas je surnageais, je coulais, que j'étais débordé par absolument tout, que j'aimais pas ce que je faisais. Et mon père est venu me chercher, il bossait au Luxembourg, il est venu me chercher à Paris en disant viens, on rentre à Lyon. Moi j'ai dit d'accord, mais c'est juste pour un week-end. Et en fait, il m'a dit mets un maximum de choses dans la voiture et il savait que je ne reviendrais jamais. Moi je ne le savais pas à l'époque. Ah ouais, c'est dingue. Et donc j'ai stoppé Epita comme ça et j'ai passé une année assez complexe. J'étais donc jeune, une année assez complexe à me dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et donc ça en revient avec ta question. Bien sûr. Mon père avait des responsabilités à la Coface, qui est une entreprise de recouvrement de créances. J'ai fait un stage à la Coface. Voilà. Et donc il m'a fait rencontrer pas mal de personnes. Et il y a deux rôles qui m'ont plu. C'est un rôle de contrôleur de gestion, très finance, analyse, chiffres, et un rôle de RH.
Et donc, j'ai fait une année de transition en finance parce que, bref, accord entre des écoles. Et puis, c'est une école assez chère. Enfin, voilà. Mais j'ai pas du tout aimé. Et donc, je me suis lancé en RH sans trop savoir ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais aussi pas fait pour les études. Donc, j'ai fait des formations continues. Donc, je bossais le vendredi après-midi et le samedi à l'école. Et le reste, j'étais en entreprise. Et par piston, j'ai eu mon premier boulot de RH dans un groupe, dans un GIE de fenêtres qui rachetait des usines pour en faire un groupe et le revendre en LBO. Et j'ai adoré. J'ai passé 2 ans passionnantes. Très dur, très formatrice, parce que j'étais tout seul, j'étais le seul RH. Voilà, donc comme ça que j'ai commencé les RH. Alors, j'ai une foultitude de questions qui me venaient en même temps que tu parlais, bien évidemment. Alors, je vais essayer de les retrouver. La première, c'est, moi déjà, je trouve que tu te mets un peu à poil avec ton histoire avec tes parents. Je trouve que c'est très important parce que déjà, avoir un peu la maturité de se dire, est-ce que c'est le boulot que je veux faire ? Tu vois, je trouve que quand t'as 20 ans, c'est vachement compliqué. Bien sûr. Moi, j'avais voulu faire Juilliard School, qui est une école à New York. Et mon père a fait une première école de commerce. Et puis, si en parallèle, tu t'inscris, il n'y a pas de problème, tu pars là-bas, quoi. Tu vois, comme ça, t'auras ça en backup. Bon, après, on n'aime pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que t'as eu la capacité et ton père de bien t'accompagner là-dedans. C'est quand même assez beau, je trouve. Et la notion d'enquête métier, c'est-à-dire de te dire, en fait, rencontre des gens qui bossent dans ça, Ça, je trouve que c'est un réflexe hyper important. Alors aujourd'hui, tu bosses avec des boîtes comme Garance et moi qui font beaucoup ce genre d'immersion métier, en fait, tout simplement. Donc, je trouve que ça, c'est un réflexe, effectivement, qu'aujourd'hui, peut-être plein de boîtes et plein de gens ont. Peut-être moi, à l'époque... ça n'avait pas du tout. Tu avais la conseillère d'orientation de ton lycée qui t'expliquait un peu la vie. Mais à part médecine, droit, commerce, ingénieur, il n'y avait aucune autre option qu'ils faisaient. Et en plus, les métiers techniques étaient, mais ils sont toujours très, très mal cotés. On ne m'avait jamais parlé des ressources humaines. Je ne savais pas ce que c'était. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est le fait que... tu te sois lancé un peu sans filet où tu te dis, mais en fait, je sais ce que j'aime pas, je sais ce que je commence à avoir des signaux forts sur d'autres métiers, je tente. Et puis, et l'autre côté que je trouve très intéressant aussi, moi, je pense que c'est quelque chose d'assez fondamental. Moi, à mon époque, on faisait des stages dans des entreprises en 3e, je crois. Alors, c'est des stages d'une semaine, attention, hein, c'est pas vraiment une grosse immersion, mais c'était quand même intéressant. Mais c'est de se dire, j'aime pas les études, et moi, c'était pas fait pour moi. Moi, je pense que c'était pas fait pour moi non plus. Je pense que j'aurais bossé 4 ans avant. À mon avis, j'aurais gagné du temps. Mais c'est vrai que cette notion d'équilibre entre l'immersion dans la réalité de ce que c'est le travail et les études, aujourd'hui, elle commence à s'améliorer, mais on n'y est pas encore, je trouve. C'est encore, quand tu es en école, tu es dans un carcan qui est très fermé, finalement. Complètement. Voilà. Complètement. Donc, je reviens juste sur un autre point de ta carrière que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé assez drôle, pardon. C'est, il y a L'Oréal, Photobox, La Fourchette, PrestaShop, Free to Move. Quels sont les points communs entre ces entreprises ? C'est Calixte, je crois. Il n'y en a aucun. Non, mais il n'y en a aucun. Une grande partie de ma carrière, c'est dû à la fois des opportunités et des non-opportunités. Parce que j'ai beaucoup galéré à trouver des boulots. J'aurais pu rester chez L'Oréal. Il m'avait proposé de rester. Je venais de rencontrer ma femme, ma copine, qui partait en Irlande. Je l'avais déjà demandé en mariage. Et donc, j'ai tout planté pour aller en Irlande 1 an avec elle. J'ai fait des petits boulots à gauche, à droite. J'ai notamment vendu des bonbons à l'aéroport de Cork. Voilà. C'était assez fondard. Ça, c'est une bonne anecdote comme je les aime. Et donc, je suis rentré à Paris. Elle faisait ses études. On n'avait pas d'argent. Il fallait que je trouve un taf. Donc, j'ai trouvé un premier taf. Je n'étais pas très heureux dans ce taf. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir 2 options sur la table. Il y a une question sur les choix de vie, là. C'est un truc qui me passionne, de me dire, si j'avais pris l'autre option, quelle aurait été ma vie ? Et donc, j'avais Lindt pour être l'adjoint de la DRH et éventuellement la remplacer à 5 ans. Le chocolatier. Le chocolatier, bien sûr. Et Elis. Et donc, j'ai choisi Elis, le papier toilette, qu'ils font linge versus le chocolat. Mais ça me ferait vraiment marrer de savoir ce qu'aurait été ma vie si j'étais allé chez Lindt. Donc, Elis. Et puis après, je suis sorti de l'écosystème industriel qui est ma passion à fond, parce qu'il n'y a pas d'usine dans Paris, malheureusement. Et donc, ça demande un investissement en temps personnel très fort. Je partais le lundi matin, je revenais le jeudi soir. On venait d'avoir le premier enfant, c'était pas ce que je voulais faire. C'est hyper compliqué. Je suis allé dans les startups. Et après, les startups, je suis très intéressé par la food tech et par la mobilité. Donc, j'ai eu la chance de bosser dans ces 2 écosystèmes. Mais il y a pas vraiment de lien entre les... C'est surtout parce que les gens ont bien voulu m'embaucher. Ouais, c'est ça. C'est aussi de l'opportunité. Puis après, c'est du bouche à oreille, tout simplement aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Je reviens juste sur un point, moi, qui m'intéresse aussi particulièrement, c'est
Alors, tu as lancé ta boîte, en fait, t'es plus t'es plus en CDI, etc. Tout à fait, ouais. Juste comment, en 2 mots, c'est fait ce virage-là? C'est parce qu'en fait, un peu ras-le-cul de se dire, OK, chercher du boulot, etc. Ou en fait, le concept, peut-être trop les mains liées ou... Pas du tout, pas du tout. Donc fin 2020, je quitte Brigade à cause du Covid. Ouais. Plus assez de cash, etc. Et je sais pas quoi faire. Je rencontre des startups. Par 3 fois, j'ai une offre signée, validée, et la personne se rétracte après. Et je me dis, ça va, c'est chiant pour des histoires en plus assez irréelles, bref. Et donc, je perds motivation et Garance Hiverneau, que je connaissais depuis des années, Ouais, bien sûr. me contacte en me disant, écoute, faut qu'on accélère, j'ai besoin d'un RH, viens m'aider, mais j'ai pas les moyens de te payer. Donc, faisons quelques jours comme ça, par-ci, On se débrouille. on se débrouille. Ouais. Voilà. Donc, j'ai commencé à bosser pour elle. Mmh. J'ai déclaré mon statut auto-entrepreneur alors que je n'étais pas du tout destiné à ça. Et ça m'a passionné. J'ai commencé à donner des conseils aussi à 2-3 entrepreneurs que j'aime bien, notamment Give, Hakim, là, qui est un gars exceptionnel. Et j'ai fait une mission chez PrestaShop. OK. Et donc, j'ai adoré ce côté, on fait plein de choses en même temps. On a beaucoup d'impact. On essaie de pas être trop dans l'opérationnel. Et donc là, on est mi-2021. La réalité économique fait que je dois reprendre un taf. Parce que c'est bien beau de s'amuser, mais il faut quand même gagner de l'argent. Ma femme avait une start-up qui était en train de se cracher, donc pas de revenus. Et j'accepte un job chez Free2Move. Très jolie boîte, carrière toute tracée, être DRH de 2000-3000 personnes à horizon 3-4 ans, une entrée en bourse, passionnant. Donc ça, je commence le lundi en mi-juillet. Et le jeudi, je vais pitcher chez Avisio, que je connaissais bien, mais pas plus que ça. Oui, de loin, bien, voilà. Et à la fin de mon pitch, Henri de Lorgerie m'attrape et me dit, viens, on monte une boîte ensemble. Donc j'ai dit non. Parce que c'est pas du tout moi, en fait. Ouais, tu vois, je suis déjà en je viens de pause, commencer un taf. Ouais. Moi, je suis mou. Je suis pas du tout entrepreneur. Je suis hyper flatté, mais non. Et puis, il me dit de façon un peu pédante à la Henri, attends, ne réponds pas maintenant, j'ai planté la petite graine. Bah, il le savait, en fait. Il savait qu'il avait touché un point. Ouais, et je passe un mois d'août dégueulasse. Et fin août, donc j'y réfléchis, je mets des chiffres dans Excel. Et fin août, je dis à Henri, bah, go, on y va. Franchement, on y va. De toute façon, c'est parti. Pas grand-chose à perdre. Le contexte à Visio fait qu'on a très peu de risques. L'entrepreneur a très peu de risques parce qu'il y a le groupe à Visio, parce que, etc. Oui, c'est ça. Et donc, on lance mi-octobre 2021. C'était de l'intrapreneuriat, on va dire. J'aime pas trop le mot, mais donc tu as quand même un filet de sécurité qui est le groupe, quoi. Tout à fait. Okay, sur super. la trésor, sur le marketing, etc. C'est pas mal de choses. Et on lance mi-2021 et là, on est quasi une quarantaine. Ouais. Ok. Et là, donc, t'avais quitté Free2Move. Et ouais. Mais en parallèle, tu continues à bosser pour d'autres boîtes. Exactement. Donc, j'ai quitté Free2Move mi-septembre, alors qu'ils étaient en pleine process de levée de fonds, tout ça. J'étais sur tous les decks. Et pas la fondatrice, la CEO, Brigitte, me pose la question, mais qu'est-ce que tu vas faire comme boîte? Je lui explique. Elle me dit, bah, on pourrait être ton premier client. Ouais. Et donc, j'ai continué chez eux pendant 6 mois. Génial. Donc, c'était très bien. Ça faisait de la trésor et tout. Et après, je continue toujours avec Garance, mais j'y passe très peu de temps et donc je quitte Free2Move et en démarche commerciale, je rencontre Clipperton, la banque d'affaires de la tech. J'ai toujours une très bonne image d'eux et je suis passionné par cet environnement de très hiérarchisé. Tu passes de analyse 1, analyse 2, analyse 3 chaque année, etc. Mais c'est hyper structuré. Hyper structuré, hyper que je connais assez peu. Ouais. Et je dis à Stéphane Valorge, le fondateur, je lui dis, bah, si on signe, c'est moi qui ferai la mission. Et donc, ça fait un peu plus d'1 an et demi que je suis chez eux. Et j'y passe 1 jour et demi par semaine. Et c'est hyper intéressant parce que c'est un écosystème que je connais assez peu. Ouais. Voilà. Alors, on va revenir juste à la mission d'Avisio, entre autres, bien évidemment, promis. Moi, j'ai quand même une question importante quand j'entends ton parcours là. C'est, pour moi, de ce que j'entends, c'est t'as pas un job, t'en as 10. Ouais. Et ça va dans le sens, je pense, que de ce que doit apporter le quotidien potentiellement à un salarié ou juste à quelqu'un qui travaille tout simplement au sens large. Est-ce qu'on ne devient pas schizo à un moment donné, notamment quand on est dans le secteur RH, expert RH, et qu'on a plein de missions différentes? Bien sûr, c'est enrichissant, mais est-ce qu'on ne devient pas fou, tu vois, à avoir autant de missions? Si, mais je pense qu'il faut l'être déjà un peu avant de le faire. Ouais. Et c'est plus facile de le faire après 20 ans d'années d'expérience qu'en se lançant, parce qu'au final, RH, il y a une partie technique, mais il y a une grande partie expérimentale, comportementale. Et quand on a vécu des situations plein de fois, bah, c'est plus facile de les revivre. C'est le principe du plan de licenciement économique. Quand c'est ton premier, bah, tu feras des erreurs. Pas forcément techniques, hein. Tu feras bien les bonnes étapes avec le CSE et tout. Mais d'un point de vue relationnel, tu feras des erreurs. Quand on a ton 10e, tu vas le faire plus facilement. Et ce genre de choses, ça permet de gagner beaucoup de temps, pas en horaire, mais en charge mentale pour les situations qui t'arrivent parce que tu les as déjà traitées par le passé. Mais là où je voulais revenir aussi sur un point que tu évoques particulièrement là, c'est pas que l'aspect schizo, mais c'est qu'en fait,
je dirais le DRH au sens large. Alors aujourd'hui, il y a plein de typologies de métiers. Il y a le directeur RH, le head of people. Voilà. Quelle est la différence entre tous ces rôles qu'on voit je ne vais pas te parler du chief happiness officer, mais quelle est la différence entre tous ces rôles-là en fait Je pense que c'est alors, beaucoup de marketing. Ouais. Moi, j'ai jamais bien compris la différence entre un head of people, un VP people, un chief people officer. Au final, ça reste un job de direction des ressources humaines ou des directions people humaines. Voilà. Il y a quand même une différence par rapport à l'écosystème dans lequel on est. C'est pas pareil d'être directeur RH dans une usine ou d'être directeur RH dans une start-up, d'être directeur RH dans un grand groupe pétrolier ou d'être directeur RH dans la cosmétique. Donc, c'est plus l'écosystème, en mon sens, qui fait la différence du métier plutôt que le nom du poste. Et voilà. Et pour essayer de voir la différence, c'est donc l'écosystème, mais aussi les personnes qui composent cet écosystème. Travailler avec des ouvriers ou des cadres sup, c'est pas pareil. Et la rapidité de croissance de la société, où là aussi, ça va être très différent. Quand tu es chez Total, tu vas mettre des process qui vont durer 5-6 ans. Tu vas mettre en place un outil sur 5-6 ans. Quand tu es en start-up, déjà, si tu fais un truc sur 3 mois, tu es content. Ouais, faut que ça soit très court, faut que ça puisse être scalable, etc. quoi. Exactement. Ok, je reviens juste sur Avisio parce que ça m'a bien évidemment interpellé. Aujourd'hui, c'est quoi l'ambition de ta structure à toi, concrètement, chez Avisio Je sais que tu as plusieurs piliers assez fondamentaux. Qu'est-ce que concrètement tu as envie de... C'est quoi l'ambition derrière ? L'ambition, elle est très tournée interne. C'est d'être épanoui et serein dans son travail. C'est la promesse que je fais au DRH. Alors, je te coupe. Excuse-moi, je t'avais dit. Alors, je fais pas de vas-y. mais est-ce que c'est pas un peu le monde des bisounours, ça ? Parce que moi, j'aime beaucoup. Bien sûr. Non, mais bien sûr que c'est le monde des bisounours. Et la réalité est différente en interne. Mais en fait, il y a beaucoup de missions d'entreprise qui sont tournées vers l'extérieur et des clients sauver le monde, etc. Quand on a lancé avec Henri et Maxime, je me suis plutôt dit que ce qui m'éclatait, c'était l'intérieur que l'extérieur. Qu'on n'aurait pas trop de problèmes vis-à-vis des clients. Ça, c'est plus ou moins vrai, mais bon, voilà. Et donc, il fallait se concentrer sur les gens. Et je cible une population de personnes qui ont déjà de l'expérience. Alors, DRH, c'est des gens qui ont 20 ans, 15-20 ans d'années d'expérience. Sales Ops, c'est recruteurs, c'est un peu plus junior, mais ça reste des experts métiers. Ouais, bien on sûr, prend pas des gens sortis d'école. Et c'est des gens qui ont envie de vivre leur métier différemment. Parce que je pense, j'espère, en tout cas j'ai la pédance de croire qu'on essaye de faire vivre son travail différemment. Et donc c'est pour ça qu'on se tourne vers l'intérieur. Voilà la mission. D'accord, ok. Alors je rebondis sur juste un point qui m'intéresse particulièrement que tu évoquais là, c'est... Tu dis c'est des gens qui ont potentiellement jusqu'à 20 ans d'expérience, etc. Donc parfois on est presque sur des seniors, non Non, on n'y est pas encore. J'ai beaucoup de mal à intégrer des seniors. J'en ai rencontré plein. Mais j'ai jamais réussi pour l'instant à intégrer des plus de 50. Je crois que le plus vieux a 46, 47. Et quels sont les freins en fait ? Est-ce que c'est parce que eux sont potentiellement un petit peu plus rigides, on va dire, ou moins adaptables à des structures qui sont peut-être plus type TPE, PME, start-up, ou aussi parce que la population qui est en face est plus jeune et peut-être plus réfractaire à... Il y a deux freins. Il y a premièrement, il n'y a pas de vieux en start-up. Okay. On commence à avoir des quarantenaires, des cinquantenaires, mais il n'y a pas au-dessus, parce que déjà les startups, ça n'existe pas depuis des années. Ouais, bien sûr. Voilà. Et donc, il faut aller chercher des personnes qui sont en dehors de cet écosystème startup. Et c'est plus dur d'être agile à 55 ans quand ça fait 30 ans qu'on est dans un environnement traditionnel que d'être agile à 30-35 ans. Donc, il y a ça. Et deuxièmement, la rémunération. Les deux sont vraiment liés. À 55, c'est des profils qui sont tellement chers et donc qui viennent de grands groupes, et j'ai pas les moyens de trouver l'équilibre économique parce qu'on a fait des choix très forts en interne qui font que bien sûr. On staffe pas à 100%, on staffe à 70%. Et donc de fait, il faut avoir un équilibre financier qui est complexe. Oui, c'est pas forcément des gens qui sont ouverts à toute la partie equity, etc. parce qu'on sait pas forcément ce que ça va donner, ou le fait d'avoir effectivement une partie en action. Et puis quand tu as 50 ans, des enfants, que tu gagnes 200 000 euros, t'es pas prêt à redescendre changer ta vie, quoi. À 80, Et ça, moi, je serais le premier à le faire. Ok, alors je reviens sur un point qui pour le coup est très important pour moi, c'est je dirais la mutation, enfin la perception et la mutation du rôle du RH en fait. Je trouve qu'effectivement, j'avais fait un post LinkedIn là-dessus, assez drôle ou pas, je te laisserai me dire, mais je t'inviterai à le lire, mais où concrètement, moi j'ai fait beaucoup de... Alors moi c'est différent, j'ai fait beaucoup d'agences de pub, d'agences de com, etc. Pour moi le RH, c'était vraiment... C'était un mec ou une nana que t'allais voir, soit parce que, grosso modo, soit c'était la merde, tu venais pour te plaindre, tu vois, c'était le bureau des plaintes, tu disais non, ça va pas, ça va pas, ça va pas, soit elle te disait de venir parce que bon, c'était genre, bon, en mode, tu te casses, ou en fait, ça va pas, ça va pas.
Donc il y avait vraiment c'était presque le syndrome du facteur, tu sais, qui t'apporte tes factures en fait à la fin du mois. Et je trouve que aujourd'hui, on a encore du mal, peut-être moins dans des univers qui sont moi dans lesquels je navigue un peu, mais dans l'univers global de l'emploi en France, le RH c'est quand même un métier qui est très craint, tu vois. Bien sûr. Je sais pas ce que t'en penses, mais si, à fond. Et le meilleur compliment qu'on m'a fait, c'est de me dire, je savais pas que c'était ça les RH. ouais. En tout cas, j'avais pas cette image-là. Sûr. Et ça je me suis dit, waouh. Mais oui, historiquement, les RH, c'était enfermé dans un bureau. C'était des gens qui te disaient, j'ai la porte ouverte, n'hésite pas, mais bon, prends quand même rendez-vous avec mon assistante parce que je suis pas disponible. Qui faisaient les licenciements, les départs, le disciplinaire et qui sinon n'étaient jamais là. Et ça veut pas dire qu'il le fait pas encore aujourd'hui. Non, mais... bien sûr, mais dans beaucoup de grands groupes, c'est encore le cas. Je pense que toute cette nouveauté qui arrive de l'innovation fait que les RH sont plus proches du peuple, plus proches des salariés, des ouvriers, des employés, des cadres, et plus proches des managers. Mais la finalité des RH n'a pas changé depuis 50 ans. La finalité des RH, c'est pas d'aider les collaborateurs à être mieux dans leur boulot, c'est d'aider l'entreprise à être plus performante. Et ça ne change pas. La façon de le faire le change, mais sinon, ça ne change pas. Et dans les gens que tu as autour de toi, est-ce que dans les rôles des RH que tu as et que tu connais, tu sens justement cette frustration ou tu sens plutôt un côté surambition où ils se disent en fait j'ai envie de montrer la capacité du RH et l'impact qu'il peut avoir, tu vois. Dans les gens que j'ai réussi à faire venir, c'est vraiment des gens qui ont envie de changer la donne, envie de changer les choses. En revanche, dans mes copains, ceux qui bossent avec des RH plus ou moins proches, c'est des gens qui ont une mauvaise image des RH. Parce que, je me fais réguliément vanner de par mon métier, c'est la vie, parce que c'est la personne dans son bureau au 5e étage qui est inaccessible et qui fait rien. Et on n'a aucune visibilité sur son impact. Alors moi, je trouve ça, ouais, effectivement, c'est une perception qui est quand même hyper dure. Moi, j'ai la conviction que effectivement, le RH, c'est aujourd'hui, peut-être en partie hier, ceux qui l'ont compris un peu plus tôt, mais surtout aujourd'hui et encore probablement plus demain, c'est vraiment un des piliers du changement de la culture au sens large de la boîte. Il n'est plus là... il fait bien évidemment des outils administratifs. Ça n'est plus d'ailleurs une personne seule, ça me paraît un peu sous-dimensionné. Bien évidemment, ça dépend de la taille d'une structure. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le RH, il n'est plus là pour faire de l'admin. Il est là pour déployer de la culture au même titre qu'un DG, au même titre que des collaborateurs. Mais c'est un maillon essentiel parce que c'est lui qui va aussi aider cette démarche de transformation. Je ne sais pas quel est ton avis sur la question. Si, à fond, mais 1000 fois d'accord avec toi. Et même avant, on les appelait chefs du personnel. Ouais. Puisqu'ils étaient là pour faire que le personnel soit à son poste, donc très administratif. Et moi, j'aime bien l'image qu'on m'a donnée une fois, c'est de chef d'orchestre. Ouais. Le RH, il doit être le chef d'orchestre de l'entreprise. Et donc, il doit aussi aider le CEO à ne plus avoir ce rôle ou à ne pas avoir ce rôle de chef d'orchestre. Sur la culture, il est là pour impulser les sujets, pour s'assurer que c'est bien respecté dans les différentes strates de l'organisation, piloter la transformation, l'innovation. Donc oui, il est là pour animer et c'est un rôle qui a été un peu pris par les chief of staff. Dans beaucoup d'organisations, on commence à avoir ça. Mais le premier chief of staff, ça doit être le DRH. Et aujourd'hui, tu penses que c'est essentiel, quelle que soit la taille d'une boîte, que ça soit pas une personne qui soit isolée, qui soit forcément qui ait une équipe aussi petite soit-elle ou junior, peu importe, mais une personne seule, ça te paraît illusoire ou ça peut marcher, mais je sais pas. Je pense qu'il y a pas de bon et de mauvais chasseurs pour reprendre. Mais c'est surtout avoir conscience de ce qu'on fait. Il y a beaucoup d'organisations où il n'y a pas de RH et ça fonctionne très bien. Frédéric Mazzella a toujours dit qu'il voulait pas de RH dans sa boîte parce que les RH déresponsabilisent les managers et que c'est au manager d'être le premier RH. C'est pas exactement le même rôle, même dans des petites structures. Je trouve que c'est un peu différent entre le manager et le RH. Il y a des points de convergence, mais c'est quand même un peu différent. Oui. Alors, bien sûr que c'est différent, mais t'as des boîtes où la fonction culture-valeur est portée par le CEO et ça fonctionne plutôt bien. Et le RH va avoir un rôle un peu différent, plus d'organisation, de mise en place de projets, d'évaluation de la performance et tout. Donc, je lutte pour qu'il y ait des RH dans toutes les boîtes, ou en tout cas qu'il y ait un rôle officialisé de RH. Part-time ou full-time. Dans toutes les boîtes, exactement. Et la première qui m'a convaincu, c'est Garantie Verno. C'est une boîte, il y a moins de 15 salariés, et pourtant, il y a un DRH qui est identifié dans la boîte.
qui fait pas si bien que ça son taf, mais en tout cas quelqu'un qui est identifié. Oui, Mais c'est encore dur parce que l'impact est pas évident. oui. Il y a toujours cette image du RH qui sert pas à grand chose, qui est obligatoire pour les fonds, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Ouais. Et le ROI du RH, on ne sait pas le calculer. Il est difficilement palpable, en Ouais. fait. Ben, oui et non. En fait, moi, j'ai la conviction que si les collaborateurs et la direction, je ne veux pas être manichéen, mais c'est un peu comme ça, enfin, en tout cas, la globalité du collectif de l'entreprise, plutôt, est en capacité d'avoir une transparence suffisante sur je dirais pas la roadmap RH, mais la politique RH qui va être menée dans les semaines, mois, potentiellement années à venir. Du coup, ils sont plus au fait, on va dire, des KPI, tu vois, et du coup, de se dire, OK, ils ont pris des engagements, voilà comment moi je les mesure à mon niveau et comment chaque personne les mesure. Ça, je trouve ça intéressant, mais c'est vrai que c'est complexe à mettre en place. Ouais, c'est très dur. Moi, j'aimerais bien vivre deux situations, les mêmes, mais avec RH et sans RH. Ouais. Parce que le RH, il est là pour faire du damage control. Et je me rappelle d'une boîte dans laquelle je suis passé un moment. On a eu 0 prud'homme sur toute la période dans laquelle je suis passé. Ok. Mais jamais on m'a dit merci, c'est grâce à toi. Ouais. Mais il y en avait eu avant, il y en avait eu après. Ouais. Et je pense que je suis en partie responsable du fait qu'il n'y ait pas eu de prud'homme. Mais à quel moment on peut dire bah oui, t'as bien fait parce que enfin bref, c'est très compliqué de savoir l'un ou l'autre. Et on a eu un client assez chouette que je vais citer d'ailleurs qui s'appelle Fox Intelligence, qui nous a demandé de bosser. C'était un des tout premiers clients parce qu'il venait de se faire racheter. Et un des fondateurs disait bah moi j'ai peur de ça, j'ai peur que ça change la boîte et j'ai besoin de quelqu'un qui va contrôler ce changement. On y a été, la mission s'est hyper bien passée, mais au final, est-ce que ça se serait bien passé sans nous? Personne ne peut le dire. Moi je suis sûr que sans nous ça aurait été très différent, mais tu as quand même des gens qui disent bah oui mais bon au final c'était pas si utile que ça. Ouais, mais alors la question que je me pose là c'est de me dire est-ce que dans le doute, est-ce qu'il vaut mieux pas tester et puis voir comment ça se passe, tu vois? Est-ce que c'est des missions qui fonctionnent un peu aussi de manière court-termiste où tu te dis, je fais intervenir un RH de manière court terme pour voir ce que ça engendre en fait comme impact. Tu le dis, l'impact est difficile à mesurer, mais bien sûr, et c'est là où on essaie avec Vision Résidence de faire un truc qui va aider et qui change un peu la donne. C'est que il y a absolument aucun engagement, c'est un coût très limité. Ça reste un coût, mais c'est un coût très limité et ça permet de tester des premières choses sur des boîtes qui se lancent à 50, 100, 150 personnes. Il y a plein de gens qui me disent, et vraiment quand je dis plein, c'est plein, c'est hyper intéressant, mais en fait, non, je vais recruter mon RH. Tu m'as convaincu, RH, c'est bien. Je vais le recruter en interne parce qu'on est une belle boîte, on a une belle valeur, on est les plus forts, on est les plus beaux. Et qui me rappelle 6 mois après, 6 mois, en disant, écoute, c'est la merde, on n'a pas réussi à le trouver et on a des sujets en retard. C'est pas, ça n'a pas marché, c'est juste, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Donc, viens nous aider. Il y en a qui l'ont recruté, mais c'était pas la bonne personne, etc. Et d'ailleurs, un de nos premiers clients, c'était ça. Quelqu'un avec qui j'avais été en process en début d'année, début 2021. Je l'ai recontacté quand j'ai lancé en octobre. Il m'a dit non, c'est bon, on est en train de trouver quelqu'un. Et on a commencé en décembre ou c'était mi-novembre, je sais plus, parce que ils avaient personne. Et donc, moi, je suis d'avis il faut faire tout de suite. On dit souvent, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je suis sûr que c'est l'inverse. Il vaut mieux être mal accompagné que seul, mais si tu sais que t'es mal accompagné. Et puis si tu sais accompagner du coup. Donc, exactement. Et donc tu sais la personne qui est là, ses forces et faiblesses, mais au moins elle va délivrer, faire quelque chose et avancer, plutôt que de rien. Comme le monde a horreur du vide, ça va combler les trous, mais pas forcément par des bonnes situations. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai une autre question. Alors, moi, je te en parlais avant de commencer. Je veux pas faire un topito, tu vois, version lundi au soleil, je te rassure, mais c'est quoi les qualités, une qualité indispensable qu'il faut retrouver en fait sur chaque profil RH, expert RH, DRH, tu vois, qui sont indispensables, sans quoi tu es un peu mort, entre guillemets. Je pense que la première qualité, c'est d'être orienté business. Ok. Je m'attendais pas à cette réponse. Bam, bah voilà, tu vois. On disrupte les RH. Non, mais d'être orienté business parce que je vois beaucoup sur des Slack de RH, des RH plutôt jeunes, qui ont un peu du mal à se mettre dans la peau de la direction. Ok. Mais et qui ont vécu très mal le Covid parce que c'est des personnes qui ont été recrutées pour gérer le bonheur, le bien-être avec plein de budget de la croissance et qui se sont retrouvées avec des situations de crise, de licenciement éco, qui disaient on n'a pas été recruté pour ça. Je me rappelle avoir fait un article pour dire que moi, j'estime pas que mon rôle a changé. J'ai rejoint une boîte qui devait faire x10 en 2 ans et au final qui s'est quasiment vautré. Mais un RH, il est là pour accompagner le business dans les bons, dans les mauvais moments. Enfin, c'est comme un mariage, hein, pas que dans les bons moments. Et donc, si t'es pas orienté business, bah inévitablement, tu vas avoir du mal à faire tes choix parce que c'est dur de virer quelqu'un. Ça a toujours été très dur. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt de l'organisation de l'entreprise?
C'est ça qu'il faut regarder. Et donc, moi, ça m'est arrivé de virer des gens qui étaient plutôt bons dans leur taf, mais qui étaient toxiques pour l'organisation. Et donc, même si tu n'as pas trop de motifs, bah, il faut quand même s'en sortir pour les sortir. Voilà, donc orienté business, clairement. Ok. Je trouve que c'est une bonne réponse. Je ne m'attendais pas à ça, je te le redis, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, la question aussi que je me pose, effectivement, c'est... alors, tu rebondis sur ce que tu disais à l'instant, c'est très orienté business, mais si tu es capable de te séparer de quelqu'un qui est toxique pour l'entreprise, c'est pas vraiment... Ou alors, tu as une notion de productivité globale. Bah ouais, c'est ça. Okay, bien sûr. Et je me rappelle pas beaucoup de mes cours de RH, mais je me rappelle de Elton Mayo sur les usines, je sais plus quoi, je vais pas le prononcer, la Hawthorne, si je le prononce du coup. Mais il s'occupait d'une usine il s'occupait des personnes, et le fait de plus s'en occuper, la productivité avait baissé. Et donc, orienté business pour améliorer la performance globale de l'entreprise, et la croissance. Mais quand je dis performance et croissance, c'est pas que la croissance économique, le chiffre d'affaires, c'est aussi la croissance sociale, sociétale, maintenant même environnementale. Et c'est quelqu'un qui est là pour accompagner tout ça, mais qui est pas là pour accompagner le bien-être de Bernadette à la compta, qui est là pour accompagner l'entreprise. Alors moi, et pareil, je rebondis encore une fois là-dessus. Je trouve que c'est un excellent élément de réponse. Je parlais du monde des bisounours tout à l'heure. On n'est pas non plus... Moi, j'entends souvent la bienveillance, etc. Et je dis pas que c'est absolument pas ce qu'il faut faire, mais moi, je rencontre beaucoup de clients dans le cadre de mon cabinet de conseil et puis d'un atelier que je fais qui s'appelle la fresque de la marque employeur, où j'ai souvent des clients qui me disent: ouais, mais non, mais nous, c'est bon, on a des babys, on a des corbeilles de fruits, et puis la bienveillance, on se parle hyper bien. En fait, c'est pas forcément le sujet, quoi. Hein. Je veux dire, c'est trouver le bon équilibre entre effectivement quelque chose d'assez profond sur la culture et puis comprendre aussi effectivement comment va évoluer la boîte, comment veut évoluer la boîte et se préparer à d'éventuels changements. On est d'accord. Hein. Donc ça va au-delà effectivement de juste se dire, c'est orienté. Je suis orienté en tant que RH uniquement sur le bien-être. Mais c'est beaucoup plus global. Tu as plein de boîtes qui s'en foutent de la bienveillance et ça se passe très bien. C'est pas leur premier élément et ça se passe très bien. Je pense que quand j'étais chez Elis, le mot bienveillance n'a jamais été prononcé. C'était le mot respect. Tu vois, on respectait les gens. Mais on n'était pas là pour que machine sur la machine soit bien dans ses baskets. On était là pour qu'elle bosse, pour que ça roule, se passe bien et pour que ça roule, etc. Et donc, c'est vraiment être en lien avec ce que veut faire l'entreprise. L'entreprise, c'est les fondateurs, la direction, c'est eux qui décident. Et après, il y a un mot qu'on utilise trop peu, c'est l'incarnation. La bienveillance, souvent quand tu le mets sur les murs, c'est que tu as un petit sujet d'incarnation en interne. Parce que les boîtes qui le mettent pas sur les murs, bah, c'est incarné. Et combien de fois il y a des situations catastrophiques en entreprise, de décès, de maladies, de handicap, etc. Et la direction n'en a absolument rien à faire. Moi, ça m'est arrivé là récemment d'envoyer un bouquet de fleurs chez un client pour une salariée qui avait perdu son mari. Le fondateur m'a dit: mais pourquoi? D'accord. J'ai ce bouquet de fleurs, ça va te coûter 50 balles. L'impact sera énorme, ça montrera quelque chose. Et donc là, je me suis dit, ok, il y a peut-être un petit sujet de se dire... Il y a un signal faible là qui émerge. Après, ça veut rien dire, mais c'est un petit élément, une petite alerte là qui se dit, tiens, faut peut-être vérifier un peu ça. On évoquait, avant de commencer, l'univers des startups et tech en particulier. Est-ce que c'est le secteur où c'est le plus compliqué d'être RH? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Alors, je t'avais dit, moi, j'ai reçu Elise Fabine, que j'adore, qui avait Balance ta Startup, qui est l'avocate de Balance ta Startup, pardon. Et en fait, est-ce que je dirais, c'est l'univers un peu le plus panier de crabes pour un RH ou pas? J'en sais rien, parce que je les connais pas tous, donc comparer c'est compliqué. Je pense que c'est dur d'être RH partout. Voilà. Et après, dans les startups, oui, c'est des boîtes qui vont très vite, donc forcément, il y a des équipes partout. C'est l'adolescence, quoi. Tu vois, donc tu grandis, t'entends, t'as un bras plus grand que l'autre. Et donc, il faut l'accepter aussi. Et je pense que quand tu rejoins une startup, tu rejoins dans les bons et dans les mauvais moments. Donc, tu sais que tu peux faire fois 50% de ton salaire, devenir manager en 2 ans, mais comme aussi, tu peux te faire virer, exactement. Et donc ça, il faut aussi l'accepter. Si tu veux de la stabilité, plutôt les grands groupes sont faits pour ça, tu vois, voilà. Ou les sociétés de conseil et tout ça. Et moi, ce que je trouve très dur dans les startups, c'est que il n'y a pas d'incarnation. Enfin, en tout cas, la fonction RH est incarnée par tout le monde. Comme c'est des gens qui sont très intellectualisés, très culturés, très formés, très tout ça, tout le monde a l'impression de connaître les RH. Et les RH, c'est pas un truc qu'on fait sur un coin de table, c'est un métier. Et combien de fois j'ai eu des personnes qui m'ont dit non mais c'est bon, je connais, ou ah mais dans telle entreprise, machine, ils font ça, c'est trop bien, faut le faire.
c'est un métier. Moi, je vais pas aller dire à un développeur, attends, mais j'ai lu un truc hyper bien, un article, en fait, il faut coder comme ça. Ouais, non, mais surtout, c'est pas plug and play, en fait. Mais non, bien sûr que non. Donc c'est ça le plus dur, c'est je pense que tout le monde connaît les RH. Et est-ce que tu crois qu'il y a un point clivant, c'est que le RH, en fait, il doit être visible, j'entends visible, pas genre écrire des articles sur LinkedIn, mais il doit être visible dans la boîte, il doit être présent, il doit être là, il doit être au contact, tu vois. Ouais, il doit être identifié. Ouais. Il doit être identifié. Et l'identification, ça passe par l'incarnation. Quel que soit le process, si jamais il n'est pas incarné, ça va être très compliqué à être déployé en interne. Je me rappelle encore une fois d'avoir fait un truc sur le handicap dans une boîte. C'était il y a quelques années. Il y avait l'incarnation de l'équipe RH, mais zéro incarnation de l'équipe de direction. Et donc, tout le monde s'en foutait. Ouais, c'est ça. Et si le RH, il n'est pas le premier à incarner des sujets, bah, il sera pas visible, il sera pas compris comme, et il servira moins en tout cas. Mais je trouve que c'est, je reviens là-dessus et après on passe à autre chose, mais j'ai une vraie frustration sur le sujet où en fait j'ai l'impression que c'est un rôle qui s'est isolé ces 20 dernières années, enfin peut-être même plus d'ailleurs, petit à petit, un peu comme le CFO, tu vois, le DAF. Ouais. Et pareil, il y a eu beaucoup de développement de DAF à temps partagé parce qu'en fait c'est un rôle qui s'est éloigné, qui était ni côté direction, ni côté employé, il était vraiment... les gens le regardent un peu de travers aussi. Et donc du coup je trouve que on est en train de revenir sur cet aspect-là et je pense que c'est vraiment c'est un gros virage en fait. C'est marrant, c'est hyper intéressant. Je pense que j'aurais dit l'inverse. Okay. Mais je pense comprendre pourquoi tu dis ça. Non, mais c'est assez intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un changement sociétal? Là, c'est un peu les deux vieux cons au comptoir avec un Ricard, mais qui font que, en fait, les jeunes qui arrivent, donc 20 ans, 30 ans, ont beaucoup plus envie de gérer leur vie, leur carrière, que de la subir. Ouais, bien sûr. Et donc, tout le monde va prendre en main les sujets, mais même les sujets financiers. Avant, on te refusait un budget, c'était comme ça. Maintenant, on te refuse un budget, tu vas dire, mais non, parce que machin, etc. Tu vas être beaucoup plus dans la négociation pour pouvoir gérer ça. Tu vas avoir envie de le piloter. Ouais, voilà. Et pareil sur ta carrière. Avant, tu choisissais pas tes évolutions de carrière. J'ai été dans le bureau d'un CEO quand j'étais jeune, qui m'a proposé un poste. Je l'ai refusé. Il m'a dit, attention, si vous le refusez, vous n'aurez plus aucun poste dans l'entreprise. Ouais. Et j'ai quand même refusé. Bref. Et ça n'arriverait pas aujourd'hui, en fait. Tu vois, c'est limite les gens qui choisissent leur poste. Ouais, et qui te disent au bout de 6-12 mois... En fait, ça me plaît, mais j'aimerais faire ça chez vous, mais c'est pas ouvert. Ah, ok, bah on peut regarder. Tout à fait. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a cette sensation. Mais voilà. Je sais pas. Non, je suis d'accord. En fait, il y a un truc intéressant, c'est qu'il y a probablement une sensation, une volonté et une ambition profonde d'autonomie et d'avoir la main mise là-dessus. Et donc, du coup, c'est là aussi d'où j'ai cette perception. Pardon. Autre question là-dessus. Quand t'es DRH, tu dois quand même être, je dirais, au taquet sur... Tu vois, toujours te réinventer, toujours te tenir au courant des nouvelles façons de manager potentiellement, de se former, de ce que tu dois proposer aux collaborateurs. C'est quoi les bonnes pratiques en fait? Comment tu fais? Alors toi c'est assez facile parce que t'as cette espèce de pool de RH autour de toi qui va venir s'auto-inspirant, on va dire entre guillemets, donc c'est un excellent réflexe. Mais comment tu fais quand t'as pas ça quoi? Bah moi ça m'a manqué dans ma carrière. Ouais. J'ai souvent été tout seul à créer, à faire et donc à regarder. Mon ami c'était Google. Et je pense que si on a créé Vision Résidence, c'est en partie pour résoudre un peu ce conflit interne où je n'apprenais plus rien, je m'ennuyais, et de faire venir des gens qui sont meilleurs que toi et qui vont te changer tes convictions, c'est hyper intéressant. Ouais. Et après, c'est très dur l'innovation parce que comment changer quelque chose qui fonctionne? Comment dire à un groupe, ça marche, mais on va mettre ça en place pour que ça marche encore mieux. Ouais. Et quand ça marche pas, c'est facile, parce que là tu vas changer. Parce que c'était dans l'obligation d'avancer, mais dans une boîte qui fonctionne bien, qui a du résultat, qui embauche, il y a peu de churn, de dire on va innover, à quoi ça sert, pourquoi au final. Pourquoi mettre du budget en plus? Exactement. Donc c'est ça le plus dur, et il faut le faire avec beaucoup d'humilité. Et après l'innovation, je pense que c'est beaucoup d'écoute, de regard. Il y a énormément de réseaux qui existent, énormément de contenu. C'est la guerre du contenu. Tout le monde fait du contenu. Donc, faut pas hésiter à écouter, discuter, contacter les gens en direct pour avoir des infos. Et après, essayer, une fois qu'on a une idée, de se dire, c'est hyper intéressant, mais est-ce que c'est la bonne pour l'entreprise dans laquelle je suis? Parce que même si tu as des convictions fortes sur un sujet, si ça correspond pas à l'entreprise dans laquelle tu es, ça peut pas marcher. Ouais. Et c'est aussi de se dire, moi, ce que j'aimais bien dans ce que tu disais, c'est
en fait, ne pas attendre que de rencontrer un caillou dans la godasse pour échanger avec d'autres RH ou d'autres univers, d'autres secteurs, etc., d'autres experts, mais continuer à le faire même quand ça va bien, en fait, tout simplement pour dire, en fait, moi j'ai lancé ça, d'ailleurs, pour être dans la productivité d'aide des autres, et puis aussi, justement, pour venir toujours se stimuler, quoi. Ouais. Ça peut être intéressant. Carrément. Je t'emmène vers une petite rubrique, une mini-rubrique de Lundi au Soleil que j'avais envie de te mettre, de te poser, qui serait les conseils pour. Voilà. C'est quoi les conseils que tu donnerais? J'ai toujours quelques passages un peu popcorn, comme t'écoutes le podcast, tu le sais. Quels sont les conseils que tu donnerais pour bien lancer sa boîte sans se gourer sur le volet RH? C'est-à-dire, tu lances ta boîte, t'es 1, t'es 2, t'es 3 personnes maximum, je sais pas. Comment tu dis, comment je me gourre pas pour bien lancer le truc, pour bien mettre le framework, la structure sur le volet RH? Et c'est RH, et je pense que c'est valable pour tout, technique, market et tout. Ouais. C'est d'être conscient de ce qu'on fait. Okay. C'est pas grave de faire des erreurs, mais tant que tu as conscience que tu fais une connerie, c'est pas grave. Okay. D'embaucher quelqu'un sans contrat de travail ou de mettre fin à sa période d'essai après, c'est la vie, mais il faut être conscient pourquoi tu le fais, quels sont les risques, etc. Et d'avoir beaucoup d'humilité pour aller chercher le savoir à l'extérieur. Y a des choses très techniques ou faire du SEO, soit tu sais faire, soit tu sais pas faire. Ouais. Donc, si tu sais pas faire, tu vas aller chercher des conseils. Bien sûr. Ça, tu vois, ça paraît tellement logique. Ouais, voilà. Bien sûr. Et RH, la petite difficulté, c'est que tu as la sensation de savoir faire. Ouais, c'est ça. Tu as été manager, tu connais, tu lis un bouquin, tu as écouté le podcast Lundi au Soleil, donc tu sais ça. Ouais, tout à fait. Mais c'est de se dire, en fait, c'est un métier, donc je vais aller chercher de l'expertise. Et l'expertise, c'est pas forcément d'avoir quelqu'un, quand tu as 5 salariés, c'est pas forcément d'avoir quelqu'un dans ta boîte et tout, mais c'est de passer un coup de fil régulièrement, de se faire accompagner. Il y a tellement de formats qui existent, de mentorat, de coach, de conseils, de tout ça, qu'il faut pas hésiter. C'est un petit billet, mais il y a un fondateur qui m'a dit un jour, c'est pas les 20, 30, 50, 100 000 euros que tu vas mettre sur la partie RH qui vont changer les résultats de ta boîte. Ouais. Parce que, au final, si ta boîte, elle va couler, ça va pas changer. Par contre, si ta boîte, elle réussit, qu'elle va faire des millions et des millions, tu peux largement investir dès le démarrage. Alors déjà, merci pour ces réponses. Est-ce que c'est la même chose quand, grosso modo, tu as une boîte de 50, 100 salariés, je sais pas, et tu as envie d'apporter un shift? Tu te dis, en fait, le plus simple, c'est que je prenne un peu de recul, j'aille discuter, m'inspirer à droite à gauche, ou que je fasse appel à un cabinet de conseil. C'est quoi les bons réflexes, tu vois, que tu pourrais prodiguer, toi, aux auditeurs qui nous écoutent sur, effectivement, si je sens que j'ai des signaux faibles dans ma boîte sur le fait qu'on est pas à la page, entre guillemets, l'expression de vieux, mais sur effectivement le volet RH, ou qu'en fait, il y a des questionnements qui émergent. Quels sont les bons réflexes à avoir? Il faut regarder ceux qui sont au-dessus de nous et essayer de les copier. La copie, c'est parfait. Okay. Un grand groupe, ils vont faire appel à des cabinets de conseil. Okay. Ça paraît évident. Ils ont un sujet, ils connaissent pas, ils vont se faire aider en interne, en externe, par des experts. Et la difficulté d'une plus petite boîte, quand tu es 50-100, c'est que tu vas faire attention à ton cash, à ton résultat, parce que tu n'as pas beaucoup de visibilité, parce que tu as peut-être un gros client, tu as peur de le perdre et tout. Mais tu peux pas inventer quelque chose que tu connais pas ou que tu as la sensation de connaître. Donc, tu vas forcément chercher un expert. Si t'es pété la cheville, tu vas pas aller regarder sur Doctissimo. Tu vas voir un expert pour voir ce qu'il en est. Il y a des gens qui le font quand même. Mais... Oui, non, mais bien sûr. Et puis là, tu te dis que tu as un cancer en phase finale et que c'est la fin et tout ça. Et donc, je pense qu'il faut pas hésiter à aller chercher du conseil en externe. Okay. Je sais pas, une petite mission de quelques jours, ça va te coûter 5 000 euros. Ouais. OK. Mais 5 000 euros, ça va pas changer le résultat de ta boîte. De toute façon, si jamais ta boîte elle coule, 5 000 euros, ça va pas changer. Si ta boîte elle réussit, 5 000 euros, ça va pas changer. Mais par contre, l'impact que les gens vont te donner en interne, ça peut changer la trajectoire. Il y a la boîte Work with Island qui fait les petites... les box pour téléphoner. J'ai fait un event avec un des fondateurs ici il y a 15 jours, 3 semaines. Il a dit, faire venir un visio, ça a changé la trajectoire de ma boîte. Alors, je suis hyper touché parce que c'est à visio, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre en conseil. Mais de faire venir un DRH à temps partagé dans sa boîte, il dit, ça a changé la trajectoire. Et donc, tant mieux pour nous, mais moi, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que d'aller chercher un expert, ça peut changer la trajectoire de la boîte. Bien sûr. Bien sûr, nous, on est les meilleurs, les plus beaux, les plus forts, mais ça peut être quelqu'un d'autre qui va changer les choses. Et bref, je parle trop là, mais c'est le coaching. Du tout. Mais exactement. Le coaching, tu te dis, j'en ai pas besoin parce que tu comprends, je suis fort, je fais des grandes études, et voilà. Moi-même, je n'ai jamais été coaché, donc je suis le premier à dire ça. Mais ça change la vie. T'as pas fait Garance et moi? Il y a des coachs chez Garance et moi, non? Il y a des coachs, mais non, j'ai pas fait. Parce que je te dirigerai vers ma femme qui est une super coach. Voilà, parce que je suis fort, je suis beau, je suis grand, j'ai pas besoin de coach. Non, mais voilà.
comme tout le monde. Je reviens sur ce que tu disais qui est hyper important, le fait de faire appel à, je dirais, quelqu'un d'extérieur. Moi, dans le cadre de ce que je fais, je te dis, j'ai lancé un truc qui s'appelle la fresque marque employeur, bref, qui est basé sur la fresque du climat. C'est un peu le même framework, j'aime pas trop ça. C'est pas plug and play. Ouais. On a vraiment réadapté tout le programme. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, alors c'est un atelier de 4 heures où tu as plein de collaborateurs, donc ça va du CEO, du DRH, en passant par le mec qui est sur la ligne de la production, une secrétaire, le juridique, peu importe. Il y a 15-20 personnes, on peut en faire plusieurs, mais il y a quand même un truc de maturité là-dedans, c'est-à-dire que notre interlocuteur là-dedans, c'est souvent le CEO ou le DRH, et quand tu fais cet atelier, tu laisses un peu ton poste à la porte, tu vois. Mais si t'es pas, en tant que DRH, si t'es pas prêt à te prendre un peu des remarques de merde dans la gueule, quoi, hein, pour être un peu grossier. Ouais. Faut pas faire ce genre de truc. C'est-à-dire, après, il y a plein de formats différents. Le conseil, c'est différent. T'as un mec qui va te faire une vision à l'instant T. Il va te dire, voilà, les insights, c'est ça, voilà ce qu'il faut faire. Nous, c'est un truc vachement immersif. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que t'as quand même, on parlait de signaux faibles et de signaux forts. Tu vois un DRH, et grosso modo, on leur dit avant, on leur dit, si vous lancez ça, faut juste savoir que, c'est vachement engageant parce que tu fais un atelier avec des gens, ils veulent voir des résultats. Et on parlait de cette notion de résultat. Si tu le fais avec des collabs, ils vont se dire, putain, on a envie de voir. Mais genre dans les jours, dans les semaines après, pas 6 mois plus tard que le changement. Et puis, il faut avoir une capacité et une maturité en tant que DRH de se dire, je participe à un truc où potentiellement, il y a des collaborateurs qui vont dire, et ça, c'est de la merde. Le télétravail, c'est un peu pourri. Et puis, voilà, on veut des vacances illimitées. Je dis une bêtise, tu vois, mais... Et donc, est-ce que ce qui fait aussi je dirais, le point saillant d'un DRH, c'est aussi sa capacité justement à absorber aussi un peu la critique et à se dire, en fait, je suis pas exempt de tout reproche, mais je suis là en fait pour évoluer parce que moi aussi, je suis. J'apprends. Je pense que le mot maturité est hyper important dans ce que tu as dit. Au début de ma carrière, je prenais tout personnellement. Ah ouais. Dès qu'il y avait un sujet, j'avais l'impression que j'étais responsable et j'étais fautif sur ce sujet-là. Ouais. Un process qui marchait pas, une difficulté d'un collaborateur, c'était ma faute parce que c'était RH. Ouais. Et dès qu'on disait il y a un problème au niveau RH dans telle équipe, en fait, j'étais responsable de ça. Et j'ai compris grâce à une fille exceptionnelle qui a été ma chef que en fait, c'était pas moi le fautif, mais par contre, j'étais fautif si je faisais rien. Ouais. Et c'était à moi de changer la donne sur ces sujets-là. Et donc, il y a beaucoup de DRH qui disent « Oh là là, je vais pas faire venir quelqu'un externe parce qu'il va se rendre compte de tout le bordel qu'il y a en interne. Ouais. » Et c'est la vie, il y a du bordel partout, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais par contre, il y en a qui vont se dire « je vais avoir un allié externe qui va me permettre d'avoir un levier pour changer les choses. » Parce que je sais qu'il y a un problème ici. Et donc, la marque employeur, c'est un super sujet. C'est bon, je connais parce qu'on a un taux d'attrition, tout ça, je suis sur Welcome to Jungle. Mais en fait, non, pareil, c'est un métier. Tu sais faire ou tu sais pas faire. Bien sûr. Et donc, tu vas aller chercher des gens qui vont t'aider. Et il faut avoir un peu de maturité, un peu d'humilité. Les deux vont souvent de pair pour comprendre que ce qui compte, c'est pas toi, ta performance personnelle, mais c'est la performance de l'entreprise. Et que, au final, on est tous de passage dans une boîte. On reste quelques temps, mais la boîte va survivre. Et donc, il faut être en capacité de se dire, tiens, je vais faire ça en place, je vais mettre ça en place pour améliorer et s'en servir comme levier. Ouais, alors moi, c'est toute la différence aussi entre, alors après, c'est peut-être que du vocabulaire, mais entre le consultant et le facilitateur. Moi, j'aime bien cette notion de facilitateur, accélérateur où, en fait, t'es pas dans un jugement. Alors, t'apportes quand même une photographie, etc. Mais je trouve que t'essaies de faire travailler le collectif aussi. Ça, je trouve ça intéressant. Voilà. Et ça me parle pas mal. Autre question, autre sujet. Quelle est la politique RH que toi, t'as vu mettre en place ou que tu as mise en place, qui t'a paru soit la plus innovante ou la plus impactante, que t'as trouvé la plus intéressante, la plus percutante? Bonne question. Je pense que ce qui m'a le plus changé dans mon mindset, c'est de bosser avec des Américains, de connaître cette notion de business partner, de people ops, de tous ces sujets-là. Et on est 2016 là, donc c'était il y a quand même un peu innovant à ce moment-là. Pour les États-Unis, pas du tout, hein. Mais en France, c'était déjà vachement ancré. C'était déjà vachement ancré. Ouais. Le business partnering, c'est un truc qui existait depuis des années. En France, on était RRH ou chargé RH, mais c'était pas business partner. Et ça m'a changé de mindset en me disant, c'est un peu le bien ultime. Donc, tu es là pour t'occuper de l'organisation, des managers, pas trop des collaborateurs. Les collaborateurs, c'est le manager qui doit gérer. Et au final, le service comptable, si tu as quelqu'un qui est pas content dans le service comptable, c'est pas grave tant que le service comptable roule. Et ça m'a pas mal changé dans ma tête.
Je pense que là, je vais faire un peu cocorico, mais le truc le plus innovant que j'ai fait de toute ma vie, c'était là chez Avision Résidence. Ouais. On s'est organisé en entreprise Opale, Ouais. alors que je suis pas du tout dans ces sujets Ouais. d'organisation, Je me marre parce qu'on a l'entreprise Opal, on en a beaucoup parlé dans la Radio Soleil. Ouais, bien sûr, non, mais j'en ai écouté plein, ça m'a vachement aidé. Et puis, j'ai envie que tu nous racontes comment tu l'as fait d'ailleurs. Mais... Ça m'a vachement aidé d'écouter tout ça parce que c'est pas des sujets que je connaissais. J'ai coup de bol, j'ai recruté une fille qui s'appelle Aurélie Magan, qui est psy, coach, sociologue, très axée sur ces organisations-là. Donc elle m'a vachement aidé, mais comme tous les autres DRH. Mais je pense que ça a été un des déclencheurs. Ça a créé un déclic, ouais. Et surtout, le principal déclencheur, c'est de se dire, je suis pas entrepreneur. Je sais pas faire. Donc, OK, Henri et Max m'aident et tout, mais malgré tout, dans cette équipe-là, je suis pas entrepreneur. Je recrute des gens qui sont meilleurs que moi, qui sont quasiment tous du même niveau. Il y a des gens, Katharina, j'ai fait des pieds et des mains pour rentrer dans son équipe. Aujourd'hui, je la gère. Sarah, j'ai failli être son père chez Mano Mano. Enfin, il y a plein de gens qui, comme ça, où au final, on est du même niveau. Donc, je vois pas quelle organisation. Donc, c'était plus un problème de me dire quelle organisation on va mettre en place quand on sera 15, 20, 30. Et là, ça me paraissait naturel de renforcer ce côté collectif, que tout le monde soit en temps et en heure, sachant qu'on avait pris le parti de pas être staffé à temps plein, bah on a du temps disponible, autant le consacrer à l'organisation, même s'il y a toujours du temps disponible pour d'autres choses, l'associatif, l'apprentissage, le learning et tout. Mais voilà, et donc c'est assez marrant à vivre, parce que tout se passe pas bien, mais dans l'ensemble, quand tu prends un peu de hauteur, tu te dis, bah ça fait 10 mois là, on a lancé en janvier, 9 mois, bah franchement ça fonctionne. Ça roule que 8, merde. Et juste, alors moi je trouve c'est hyper intéressant, et juste là-dessus, elle t'aide à avoir une vision à date et à t'aider à un changement, on va dire, quotidien quand t'es dans le jus, quand t'es dans le dur, mais aussi à préparer demain, parce qu'en fait, je sais pas, c'est une vraie question, parce qu'en fait, la question que je posais, je crois que c'était à Alizé de Make Sense, c'était grosso modo, est-ce que ça marche quand t'es 100, tu vois, voilà, l'entreprise, alors elle, c'était l'entreprise libérée, elle était pas juste sur de l'Opal, etc., elle était, les décisions par consentement, etc., c'est un peu plus complexe, mais du coup, est-ce qu'elle t'aide aussi, c'est Katharina, non, à avoir justement ce côté vision pour te préparer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, etc. Alors oui, on s'est fait accompagner même par un cabinet. Ok. Cool. Le coordonné le plus mal chaussé, c'était pas des sujets qu'on maîtrisait. C'est bien que ce soit quelqu'un d'externe qui te dise aussi un peu quoi faire et qui t'oriente. Et le cabinet nous a vachement challengé sur pourquoi on le faisait, comment on le faisait. Il y en a même qui ont dit il faut pas le faire si le fondateur est pas d'accord. Je dis en fait, c'est mon idée d'origine, donc évidemment je suis d'accord. Et oui, l'organisation qu'on a mis en place, c'est une organisation qui devrait tenir sur du long terme. Et quand je dis Opal, on est un peu plus loin qu'Opal. On fait décision par consentement, on fait tous ces sujets-là. Et j'espère, je souhaite que quand on sera, je sais pas, à 50, 100, ça continue à fonctionner. On traitera les difficultés au fur et à mesure. Il y a une boîte qui m'a beaucoup aidé en réflexion, c'est Octo. Ils sont 1000. Ils sont même en sociocratie, donc c'est encore une étape d'après. Et à 1000, ça marche. Donc, alors tout marche pas bien, mais overall, ça fonctionne. Et donc, je me dis, bah voilà. Et après, franchement, si ça fonctionne pas, bah on changera. On fera une autre organisation. On essaiera autre chose. On est là en interne aussi pour. Et puis tu peux inventer aussi. Être un peu le bac à sable. Oui, alors on fait un peu notre sauce. Il y a des choses qu'on fait pas exactement ça comme. Je trouve que c'est ça la clé en fait. Mais ouais, bien sûr. Et je repars de. Moi, je bataille contre le plug and play. Hein. Tu vois, alors j'aime beaucoup le bouquin de Frédéric Laloux, etc. Mais les gens ont toujours pensé que tu prenais et c'était une recette magique. Tel truc. En fait, ça marche pas comme ça parce que en fait, tu n'as pas les mêmes gens derrière, la direction, les collaborateurs, peu importe. Et donc, il faut vraiment adapter à sa sauce. Il y a un autre sujet que je voulais évoquer avec toi qui est, je pense, important, c'est comment tu gères de manière, je dirais, efficace, justement, cette intégration d'acteurs un peu indépendants, en fait, tu vois, de travailleurs indépendants, en fait, tu vois, parce que ils sont pas tous en CDI, etc. Est-ce qu'il y a des bons réflexes à avoir? Moi, je crois fondamentalement au fait d'avoir des boîtes demain où tu auras des gens qui seront en CDI à 2 jours et demi par semaine et avec des doubles postes qui font autre chose, etc. Comment tu peux gérer ça, en fait, efficacement? Bien sûr. Alors, nous, en interne, on est que en CDI. J'ai fait le choix du salariat, 100% de salariat, pas de freelance, pour plein de raisons, bonnes et mauvaises, mais en tout cas, c'est le choix qu'on a fait. Et après... Mais pas full staffé, du coup. Mais pas full staffé, parce qu'ils ont du temps pour faire autre chose, mais destiné à l'organisation. Ouais, c'est génial. C'est un peu le principe de la semaine de 4 jours, mais le 5e jour, il n'est pas destiné à toi, il est destiné à l'organisation. Et après, dans l'entreprise, bah, il faut partir du principe que tout le monde est là pour
le projet, l'entreprise, l'organisation, etc., quel que soit son statut. C'est pas parce que tu es en CDI que tu es là forcément pour 20 ans. Un tiers des CDI sont rompus la première année. Voilà. Et encore plus dans nos milieux que dans les milieux industriels ou agriculture, etc. Donc, ça va être encore pire dans l'écosystème startup. Et donc, comment est-ce que tu fais pour que tout ça fonctionne bien dans le but du projet? C'est juste que tu aies une vision, une direction claire en te disant, on est là pour faire ça. Puis après, on fera l'étape d'après. Il y a un truc qui m'a explosé la tête. Donc, j'intègre TripAdvisor La Fourchette, moi qui venais de l'industrie, et je rencontre un jeune développeur iOS, 25, 26 ans, hyper talentueux, qui avait démissionné au bout de 10 mois. Et on me dit, c'est le meilleur TripAdvisor. Qui quitte TripAdvisor. Et on me dit, c'est le meilleur du monde. Je lui parle, premier rendez-vous que je fais chez TripAdvisor, exit interview. Le gars est dithyrambique. Meilleur manager qu'il ait jamais eu, super projet, super boîte. Super expérience et tout. Excuse-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pars? J'ai fini mon projet. J'étais là pour un projet. Et c'est fini. Le projet d'après. C'est vachement rationnel. Pas trop. Il y a un gars, un ancien de Google qui monte un projet, ça m'intéresse. Je dis, mais tu vas gagner plus. Ah non, beaucoup moins. Et donc là, je me suis dit, il faut pas. Enfin, ça change complètement toute la donne parce que même la personne en CDI considère, alors pas tous, mais en tout cas beaucoup considèrent juste un projet. Et à la fin du projet, soit tu l'intéresses sur un autre projet, soit du coup tu recrées une équipe pour un autre projet. Et donc il y a cette notion effectivement d'importance de aussi toujours apporter et c'est le rôle, et là ça dépasse le rôle du RH, c'est plutôt le rôle du manager de toujours être dans cette notion de d'amélioration continue et puis d'apporter du concret dans la vie du collaborateur sur ce qu'il fait au quotidien, quoi. Ouais, pour retenir les collaborateurs. Mais quand je vois l'effort qui est fait sur la rétention des collaborateurs pour qu'au lieu de rester 18, il reste 24 mois, enfin, c'est quand même énormément d'énergie. Je préférerais qu'on passe plus d'énergie à trouver les bonnes compétences pour la mission qui doit être faite, pour le projet, et que ces bonnes compétences, elles soient internes, externes. Quitte à avoir des gens qui restent moins longtemps, ou avec pas forcément du CDD, des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, peu importe. En fait, on se mettait il y a des années en mode projet. On a un peu oublié ce mode projet, parce qu'on est plus dans le bien-être des collaborateurs, la rétention, le long terme, tout ça. Franchement, tu fais un projet, tu es là pour le projet, tu fais une équipe, tu sais que dans ton équipe de 15 personnes, tu auras un ou deux départs, c'est la vie, parce que les gens vont aller faire autre chose pour des raisons personnelles, mais que tu as les compétences dans cette équipe-là, et après, tu dois penser, c'est le rôle du chef, du leader, c'est quoi le projet d'après, pour pas que tu te retrouves fin janvier, fin du projet, et puis tu mettes 3 mois à lancer le projet d'après. Ouais, mais alors la complexité là-dedans, moi j'y crois assez fortement, je te le disais, mais je trouve que derrière, il y a une complexité d'ordre administratif, qui est effectivement gérer du CDD, du CDI, de l'entrepreneur avec toutes les facettes qu'ils ont, etc. Potentiellement des horaires, des temps de mise à disposition. C'est des gens qui vont bosser peut-être 1 jour par semaine, 5 jours, 4 jours, peu importe. Du coup, ça rajoute une couche de gestion humaine et administrative un peu plus forte, quoi. Alors, et qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément à même de... On le fait depuis hyper longtemps. C'est le principe des intérimaires dans une usine. Quand j'étais chez Photobox, on doublait ou on triplait la taille des équipes pour Noël. Parce que bien sûr, c'est là où tu as le plus de demandes, etc. Et pareil chez Elis ou chez L'Oréal, tu savais qu'il fallait sortir tant de kilos de linge, et donc tu avais besoin de tant de personnes, donc tu faisais appel aux bonnes ressources au bon moment, sur les bons horaires, pour pouvoir sortir ta production. Donc c'est du temps de planification, du temps de staffing, du temps de gestion, mais si la personne, elle te rejoint pour 3 jours, pour faire tant de linge, elle sait qu'elle te rejoint pour 3 jours pour faire tant de linge. Et elle fait ça. Et après, tu l'intéresses sur un autre projet, oui ou non. Mais je suis pas convaincu, que ce soit aussi compliqué que ça. Ouais, alors en tout cas, c'est la perception. C'est la perception de je pensais. Et donc là, pour le coup, il serait intéressant d'avoir, ça sera pas plug and play, mais d'avoir des choses qui soient un peu structurées en disant voilà, ce qui marche bien sur la gestion de tous ces profils-là, c'est cette façon de fonctionner avec tel process. Je passe à une autre question qui me turlupine un peu souvent et régulièrement. Moi, j'ai fait beaucoup de boîtes dans lesquelles, le sujet du salaire, ça a toujours été très tabou. Moi, on m'a souvent dit, et je le dis pas, je le dis en toute humilité, moi, il y a un truc qu'on me disait beaucoup dans une boîte, je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, il y a une boîte où on m'a dit, non, mais on m'a répété plusieurs fois, mettez le plus gros salaire de la boîte, mettez le plus gros salaire de la boîte, Et au bout d'un moment, je crois que j'avais dit au DG de l'époque, j'avais dit, mais putain, arrête de me faire chier avec ça, en fait. Tu vois, si je suis le plus gros salaire de la boîte, déjà, si ça pose problème, on voit le délire. Et puis, c'est probablement parce que, il y a de la négo, mais aussi parce que j'apporte quelque chose en contrepartie, tu vois. Donc,
Après, si ça te coûte plus cher, bon, bah, je peux aussi partir. Mais et je trouve que le sujet du salaire, ce qui me gênait là-dedans, c'était qu'en fait, du coup, je me disais que les autres collaborateurs étaient pas bien payés, tu vois. Et ça me faisait chier profondément, tu vois. Je te parle de ça il y a 15 ans, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, les salaires, ils sont quand même de plus en plus transparents. Moi, c'est vrai que tu vois, avec Cosa Vostra, qui était mon agence, mon cabinet de conseil que j'avais jusqu'à l'année dernière, les collaborateurs, en fait, je me suis rendu compte, qu'en fait, ils se donnaient leur salaire entre eux, tu vois. Donc, c'était vachement, vachement transparent. Jusqu'où doit aller la transparence pour un RH? C'est-à-dire, est-ce que c'est lui qui doit être proactif? Il y a une question de légalité derrière, hein, mais est-ce qu'il doit être proactif et justement prendre en compte ce point-là et le partager aux collaborateurs en disant, voilà, c'est tel et tel niveau de salaire pour les collaborateurs? Est-ce que c'est un non-sujet? Ou est-ce que c'est un truc qui peut être aussi un accélérateur justement de... Non, je pense que c'est un énorme sujet. C'est un énorme sujet et c'est le sujet des prochaines années parce que derrière ce sujet de la transparence des salaires vient le sujet de l'égalité, de l'équité, de l'inclusion, de tous ces sujets-là. Ouais. Et je viens d'un écosystème où on prenait l'opacité, où on disait vivons heureux, vivons cachés, ce qui était un peu la baseline d'Hélice. Ouais. Et quand on est rentré en bourse, on avait peur de ça parce qu'on devenait public par essence. Et je suis rentré donc chez Photobox puis TripAdvisor. TripAdvisor, une des valeurs, c'est We believe in transparency. Et moi, j'étais foncièrement en désaccord avec ça. Parce qu'on m'avait éduqué dans l'opacité. Oui, bien sûr, à te dire, on partage pas, point barre. Parce que si les gens n'ont pas accès à l'information, bah, c'est toi qui la contrôle et tu peux la gérer. Si tu n'as plus accès à l'information, voilà. Et donc, j'ai un peu changé, j'ai complètement changé d'avis sur cette histoire de transparence. Et d'ailleurs, chez Avisio Résidence, on est en train de devenir sur la transparence totale des salaires. Alors, ça prend du temps pour plein de raisons et plein de freins humains et tout. Bien sûr. Et ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais allez, on va dire janvier, je pense que ça sera bon. Il y a 2 revues de salaire par an. Enfin voilà, je pense que janvier, on sera bon sur la transparence des salaires. Okay. Mais les gens se parlent de leur salaire de plus en plus facilement. Ouais, complètement. Ça n'hésite pas de demander, voilà. Là, j'ai joué avec un gars au squash lundi soir. Le gars m'a demandé mon salaire. Parce qu'on parlait du fait que j'étais entrepreneur et tout. Et c'est pas un sujet, en fait. Mais non, ça commence à l'être de moins en moins. Et donc, je pense qu'il faut renforcer ça. Il y a un truc qui est aussi hyper important, c'est que ça devient un sujet politique. Je pense que tu as suivi la directive européenne. C'est toujours bien de citer une directive européenne qui va forcer les entreprises, qui force les entreprises à être transparents sur les salaires, et notamment à l'embauche. Pour diminuer, tout ça, c'est pour diminuer l'égalité homme-femme. Le but de cette directive, c'est l'égalité homme-femme. Et ils sont arrivés sur la transparence des salaires. Et c'est sûr que si jamais tu as 2 personnes au même poste, un homme, une femme, qui sont payés à 20% d'écart, si c'est planqué, fine, tu vois, c'est la vie, il y a l'historique qui a fait que, tout ça. Mais si c'est officiel, bah, tu vas pas pouvoir le planquer. Ah mais moi le truc c'est salaire selon profil, c'est pas que ça me fait vomir, c'est juste que je comprends pas en fait. Le truc salaire selon profil, ça marche pas. J'ai expliqué à un client l'autre jour, je lui dis mais en fait faut que le salaire en fait tu l'affiches quoi. Les mecs ils vont pas venir déjà parce que c'est un frein. Tu te dis bah en fait je sais pas en fait t'arrives c'est la douche froide. Le mec il dit bon finalement ça sera payé X. Enfin et puis après effectivement ce que tu soulignes qui est hyper important c'est l'impact sur l'équité et l'inclusion, c'est de se dire en fait justement ça réduit cette probabilité d'écart où ils vont dire non mais c'est bon je vais pouvoir négo parce que effectivement c'est une femme c'est machin c'est truc etc et je trouve que ouais ça c'est assez terrible quoi. Mais la négociation c'est quelque chose qui fait mal à la société avec un grand S et je pousse les entreprises à ne pas négocier les salaires. Le salaire, c'est pas quelque chose qui se négocie, c'est pas quelque chose de au doigt mouillé, j'ai plutôt été bon, tu comprends parce que j'ai fait ça, machin. Non, il y a eu une analyse, une réflexion et derrière une validation pour donner un budget. Et la négociation qu'on a eue pendant des années et des années, mon père m'a toujours dit négocie ton salaire. J'ai jamais été voir un patron pour dire négocie mon salaire. Et bref, après sans faire de généralité, mais un homme occidental va plus négocier qu'une femme asiatique, et donc forcément ça crée les écarts. Mais si c'est ouvert, bah il y a plus d'écart quoi. Je partage effectivement ce point de vue. Dernière question et après je te libère. Selon toi, on a parlé de compétences d'aujourd'hui. Si on fait un peu de prospectif. Pas dans 20 ans, mais pas loin. C'est quoi les compétences qui vont être indispensables du RH en 2024 et en 2030 ? Je pense que c'est... Face à des challenges, pardon, je te coupe, comme on parle de la mutation du travail, mais l'arrivée peut-être l'accélération de l'IA, entre autres, ce genre de choses, le renforcement de l'équité et l'inclusion, de la place du handicap aussi dans l'entreprise, tous ces sujets-là. Qu'est-ce qui va être
je dirais les desiderata principaux, enfin les compétences absolument profondes et primordiales du RH sur. C'est sa capacité d'apprentissage Ok. et sa capacité à gérer l'employabilité de ses équipes. Ok. Parce que oui, l'IA, tout le monde en parle, machin, mais pour avoir commencé en 2005, tout le monde parlait de l'informatique, des smartphones. Enfin, les smartphones, c'est 2007. Avant, il n'y en avait pas. Ouais. Et donc, il y a toujours des révolutions. C'est comme ça, c'est la vie. Et si tu n'es pas en capacité de te challenger et de gérer ces évolutions, quelles qu'elles soient, bah forcément, ça va être compliqué. Et donc, les convictions, c'est bien. Il faut en avoir, être ferme dans ses convictions, mais il faut aussi être en capacité de les bousculer, de les renverser pour en avoir de nouvelles. Et l'employabilité, les carrières sont plus du tout linéaires, les gens changent de métier, changent de relations contractuelles, et si nous, en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, en tant que DRH, on n'est pas en capacité d'accompagner cette employabilité, bah forcément, c'est dur. J'ai géré des plans de licenciement économique de personnes de 55 ans qui avaient passé 35 ans au même poste. Bah, c'est sûr qu'ils ne retrouvent pas de boulot. Enfin, il n'y a aucune chance. Par contre, si jamais pendant toute la carrière, tu as géré l'employabilité, quel que soit le profil, sur les différentes compétences. Tu sais que la suite peut être plus ouverte. Exactement. En tout cas, et là, c'est le gros sujet. Je pense que tu entends parler de la réforme du Pôle emploi, de la CEDIC, où tu es quasiment au plein emploi, mais tu dois réorienter des profils qui sont chômeurs de longue durée, qui n'ont pas forcément envie. Enfin, je comprends, le cas de sup, il n'a pas envie de se retrouver boulanger. C'est logique. Mais si toute sa vie, il avait été en capacité de changer régulièrement de métier, bah, il ne deviendra peut-être pas boulanger, mais il viendra sur un autre métier, il va monter une boîte de machin. Bien sûr. Et donc, cette histoire d'employabilité, c'est un énorme sujet. Ouais, je suis d'accord. Je reviens sur la première partie de ta réponse. Tu parlais d'apprentissage, de formation, et ça, je pense que c'est absolument primordial. La prochaine étape d'Avisio, c'est quoi? C'est d'ouvrir une école ou... J'aimerais bien. Je trahis un secret de Polichinelle. Effectivement, dans la stratégie d'Avisio d'être le one-stop shop RH, il manque la partie formation. En revanche, la partie formation, c'est pas. Enfin, il faut vraiment connaître, maîtriser. Donc, soit et ça puis sera toujours réinventer. Donc, c'est un boulot de fond. Qu'est-ce que ça veut dire formation? Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Donc, ça sera soit une acquisition, soit quelqu'un qui connaît véritablement le sujet, qui viendra le monter, enfin à la mode Avisio, quoi. Mais oui, après, est-ce que vraiment tu apprends par un organisme de formation? La question est entière. Ouais, alors bon, moi j'ai pas envie de balancer, mais c'est vrai que j'en ai côtoyé pas mal. Il y en a avec qui c'était impactant, il y avait des choses vraiment très concrètes, etc. Il y en avait qui étaient un peu plus poudre aux yeux. Et puis c'est un peu la jungle, c'est-à-dire que ça va du MOOC à l'école avec la formation certifiante. Donc c'est vachement difficile, je trouve, de s'y repérer, et en particulier quand t'es RH, tu vois. C'est pour ça que, un truc que tu dois faire quand t'es RH, c'est quelle est ta stratégie d'apprentissage en interne. Comment les gens vont apprendre à se développer. Et moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le 70-20-10, que tu connais sûrement. Et aux États-Unis, ils font même le 80-20. Donc, moi, je suis 80-20. Ah voilà, 80, c'est encore pire, 80. Mais moi, je suis quand même un peu vieux jeu, donc j'ai besoin de ce 10% d'apprentissage traditionnel dans les bouquins. Mais ça veut dire que quand même 90% ou 80% de ta connaissance, tu l'apprends pas par la formation, tu l'apprends par les autres, en échangeant avec des autres, en lisant, etc., ou en faisant le job. Et je donne souvent l'exemple de Juninho, qui est le meilleur tireur de coups francs de tous les temps. Il a pas appris très belle référence. Il n'a pas appris à tirer les coups francs en lisant un bouquin sur le foot, en tapant des coups francs, en étant en match, tout ça. Et donc, il faut faire pour apprendre. Et là encore, réflexion de vieux con, mais on apprend. La nouvelle génération est quand même assez dingue, où ils ont envie de quelque chose, ils le font, ils développent leur propre truc, ils testent, ils essayent, machin. Moi, ça marche pas, peu importe, ils ont appris des trucs. Alors, je l'ai fait un peu sur l'informatique, parce qu'il n'y avait rien à l'époque, mais ça m'aurait pas venu à l'idée d'apprendre dans mon coin, je sais pas, une langue, par exemple. Tu vois, de se dire, tiens, à quoi ça ressemble une langue, voilà. C'est fou, non, mais c'est vrai que, alors, je fais une anecdote, on parlait d'enfants tout à l'heure, mais je suis pendant les vacances, là, au mois d'août, je suis parti pas mal de temps en famille, et je suis surpris d'entendre mon fils qui me dit, en fait, je fais mes cours d'espagnol tous les matins, quoi. Donc, grosso modo, il est sur son Duolingo, et genre, il me dit, il fait ses cours d'espagnol, il me dit, c'est pas mal, mais je trouve que ça va pas assez vite et tout. C'est un truc d'enfant, tu vois. Et je me dis, à son âge, il a quel âge ? Il a 11 ans. C'est pas mal, à son âge, j'étais un peu en train de glander, sincèrement. je le dis, mais en vacances, j'étais pas sur le mec qui avait passeport, quoi, tu vois. Et donc voilà. Et donc je suis d'accord, on dénote une envie, un besoin.
On arrive sur les questions de fin, qui sont toujours un peu les mêmes. J'espère que tu les as bien préparées. Alors, je t'ai passé ça un peu au dernier moment, comme d'habitude. Mais est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, même si tu en as déjà raconté pas mal, et je te remercie, une bonne ou une mauvaise expérience que tu as envie de nous partager? Un truc qui t'a marqué? Ouais, qu'est-ce que je pourrais raconter? Je pense que le truc qui m'a plus récemment là, changé la donne, c'est un échange avec un vieux entrepreneur français. La signature du contrat s'est fait en 20 minutes. Il m'a dit, la première boîte que j'ai montée, j'ai voulu tout gérer moi-même. Parce que c'était ma boîte, j'étais fort, j'avais pas de thunes, voilà. Bon. Deuxième boîte, c'était une réussite, exit, il a gagné de l'argent. Deuxième boîte, j'avais plus d'argent, mais les RH, c'est bien, mais bon, c'est pour la paye, l'administration, le juridique. Voilà, et c'était moi qui gérais culture valeur. Là, c'est ma troisième boîte, c'est fini en fait. Maintenant, je m'entoure de personnes qui connaissent le sujet pour que moi, CEO, je fasse mon job de CEO. Et j'ai adoré ce discours. Et donc maintenant, je passe un peu moins de temps avec des jeunes CEO qui me disent j'ai envie de le faire, je connais et tout, parce que je sais qu'ils ont besoin du temps pour que ça change dans leur tête en se disant il y a un vrai impact des RH. Et je passe plus de temps avec des CEO qui ont cette approche assez humble de se dire je vais chercher de l'expérience en externe. Voilà. C'est vraiment un truc qui m'a changé. Mais alors, je veux pas avoir l'air manichéen, mais ça marche un peu pour tous les postes dans la boîte. C'est t'embauches toujours des gens qui sont meilleurs que toi, en fait. Meilleurs que toi, bien sûr. Désolé, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est toujours un peu ça, quoi. Parce que qui sont plus calés, plus experts, etc. Que ce soit engagé en CDI, CDD, peu importe, ou en business, ou tu prends en presta. Mais je pense que c'est ça aussi qui est un énorme déclencheur, quoi. C'est de s'ils sont moins bons que toi, tu peux le faire. Ou tu peux accompagner une personne à le faire. Mais les gens meilleurs que toi, ils vont t'apporter quelque chose que toi, tu n'as pas. Et alors, j'ai juste une dernière question. Je reviens sur ce qui... après, je repars sur les questions de fin, mais qui me revient, c'est quand tu mets quelqu'un en RH dans une boîte, etc., à temps partagé, est-ce que tu vois des situations où ils sont en mode embauche en même temps, il y a un RH qui arrive et tu fais du transfert de compétences, ou ça n'existe pas? Ça arrive souvent. Ça arrive souvent qu'on fasse ce qu'on appelle le management de transition. Un mot un peu vieillot, mais on fait ça. Oui, mais ça marche. Et très souvent, ça a été le cas chez Dataiku, que je peux citer. On a donc remplacé Anne-Sophie qui était partie. Ils ont eu du mal à trouver. Ils ont finalement trouvé un DRH super. Et le mec a dit, attends, Alix, reste quand même 3 mois le temps de mon onboarding. Ah ouais, j'aime bien. Comme ça, moi, je peux bien faire mon onboarding, toi tu continues à piloter. Et après 3 mois, il a dit attends, reste parce que j'ai besoin de ces projets-là. Donc va les faire, tu connais l'entreprise. Etc. Et donc oui, ça arrive. Mais là encore, il faut avoir suffisamment d'humilité pour te dire la personne qui est là, elle n'est pas là pour m'embêter ou prendre mon poste, mais elle est là pour m'aider. Pour me seconder ou en fait être au même niveau que moi, quoi. Exactement, pour m'accompagner. C'est un binôme, quoi. Exactement. Et comme tu vas chercher un avocat pour un sujet et c'est pas l'avocat qui va prendre ta place, là c'est un peu pareil. Donc oui, ça arrive, mais on a des cas où le RH bloque tout de suite à son arrivée parce qu'il n'a pas envie d'avoir de la concurrence, de la compétition. Franchement, c'est pas très grave tant que à la fin le taf est fait par nous, par quelqu'un d'autre. Le but c'est que le taf soit fait, quoi. Moi, il m'arrive souvent quand même de voir quand il n'y a pas de RH sur des boîtes qui sont en train de grandir, où grosso modo ils te disent, moi j'interviens pas vraiment en tant que RH, hein, j'interviens sur des ateliers en particulier. Je leur dis, est-ce que tu veux le faire avant que le RH arrive? Ça, je pense que c'est une connerie. Ou est-ce que tu veux le faire pile poil avant, enfin pas avant qu'il arrive, il participe, il fait l'atelier avec nous et après il arrive. Alors ceux qui sont vraiment très matures, ils disent ouais vas-y viens on le fait avant, et il faut que le RH valide bien évidemment parce qu'il arrive style un mois plus tard et du coup il a eu le temps de préparer toute la roadmap qu'on lui a faite et il sait comment il va la dérouler. Soit ceux qui sont un peu plus, qui aiment moins les risques, ils disent non on attend qu'il arrive, il reste 1 ou 2 mois. Il prend ses marques, c'est un peu plus à l'ancienne, mais du coup finalement tu prends un peu 6 mois dans les dents, quoi. C'est ce que je leur dis, quoi. Tu vois, et finalement 6 mois en âge de chat ou de chien, ça fait beaucoup. En âge de boîte, ça fait beaucoup aussi. C'est énorme. Tu vois. Donc voilà. Je te propose la dernière question qui est toujours la même. Est-ce que tu as une recommandation de film, de livre, de podcast que tu as envie de partager aux auditrices, aux auditeurs? Écoute, je lis pas de livres. Franchement, t'es en train de me dire que t'as pas du tout lu un des bouquins que j'ai recommandé à l'été 2023. Je les ai vus, mais pas du tout. Eh ben, je vais t'en filer un. Alors, tu sais quoi, la prochaine fois qu'on voit, je t'en file un. Mais c'est hyper gentil, mais je suis pas sûr de le lire. En fait, c'est pas ma cam. Je fais déjà suffisamment de choses. Bref. Mais la première étape, c'est de reconnaître seul le seul connaît ses limites. Moi, j'aime beaucoup ça. Même Lalou, je l'ai pas lu. J'ai lu un résumé. En version illustrée. Et voilà, j'ai lu un résumé que m'a fait Aurélie sur Lalou, tu vois. Ouais, mais pas de sujet, j'aime bien. En revanche, je lis énormément de BD. Je suis un passionné de BD.
Donc il y a les BD traditionnels, belges et tout, mais c'est plutôt les BD récentes. Et il y en a 2 qui m'ont marqué là récemment. Il y en a un que j'ai cité dans un podcast, c'est L'aile brisée. C'est une BD pas trop connue. C'est un auteur espagnol assez smart. Et en fait, c'est un homme, je sais pas, il a 30-40 ans, qui vit le décès de sa mère et qui se rend compte que sa mère avait un handicap invisible au bras et que toute sa vie, elle a passé sa vie à le cacher et que même ses enfants n'étaient pas au courant. Et là, il y a un peu, il voit des lumières en disant mais à ce moment-là, donc il comprend pas pourquoi elle le fait tout. Donc hyper intéressant à lire sur le handicap invisible. Et le deuxième, c'est Un monde sans fin. Enfin, tu vois, bien sûr. Moi, je suis pas très sensibilisé à ces sujets d'écologie. Mais ça m'a ouvert les yeux. Après, c'est un peu biaisé, c'est tout ce qu'on veut. Il y a des avantages et des inconvénients, mais juste, c'est hyper bien fait, hyper bien écrit. Blin, c'est un dessinateur génial. Jean Covici, il est très pédagogue. Donc, les deux ensemble, ça fait un ouvrage dingue. Et bref, je pense qu'il faut les lire, les deux, quoi. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ces références que je vais poncer très rapidement. Pour rebondir sur L'aile brisée, j'en parlais avant de commencer, mais moi, il y a un podcast que tu as fait, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai écouté avant qu'on se rencontre, qui est sur le handicap invisible, briser les tabous, changer les perceptions. C'est du podcast Penser l'entreprise, voilà, et c'est un sujet, effectivement, qu'on fera à un moment donné dans Lundi au Soleil. On n'a pas trop abordé ça aujourd'hui parce que c'était pas forcément ce que je voulais aborder. Mais enfin, en tout cas, j'invite les auditrices et les auditeurs à l'écouter. C'est une bombe, ce truc. Enfin, vraiment, je trouve que c'est extrêmement percutant. Donc voilà, bravo pour ce format-là. Bah merci, c'est très dur de pas passer pour pédant quand tu abordes ces sujets-là. Ouais. Mais oui, c'est un sujet hyper important. Sans faire les chiffres, en gros, tu as 20 millions de personnes qui sont concernées par le handicap. Entre les aidants, 9, et les handicapés, 11. Et 80%, c'est des handicaps invisibles. Donc, tu te dis, dans ton équipe, tu as 3-4 personnes. C'était 10, forcément, 3-4 personnes, 10 équipes, 10 personnes dans l'équipe, 3-4 personnes qui sont touchées directement par le handicap. Enfin, ça peut être, juste pour précision, ça peut être visuel, auditif, toutes les formes de handicap. Peu importe. Bien sûr, toutes les formes de handicap. Le handicap un peu bénin, le daltonisme. Mais quand tu fais une présentation et qu'on te demande de valider un truc, si t'es daltonien, tu vas avoir plus de mal à le faire. Bien sûr. Ou du handicap très grave. T'as une classification qui est faite, plus de 80%, plus de 50%, etc. Et même des handicaps très graves à plus de 80%, il y en a beaucoup qui sont invisibles. Ouais, complètement. Donc voilà, je recommande chaudement cet épisode. Merci. Calixte, l'entretien touche à sa fin. Je te remercie bien évidemment d'être venu. Je le dis, c'était un plaisir. Je trouve qu'on a couvert un très très large spectre. J'avais bien évidemment envie de rentrer encore plus en profondeur sur certains sujets, mais on le refera peut-être à l'occasion. Et de toute façon, j'espère te réinviter peut-être pour un format plus court ou différent à partir de janvier, pour en savoir où tu en es sur cette partie organisation Opale. On a hâte de suivre la suite des aventures aussi pour Avisio. Félicitations en tout cas pour cette boîte et puis ce que tu es en train d'accomplir. Moi j'aime bien, en tout cas j'adhère complètement. Voilà. Et puis merci d'être venu partager ces enseignements. Je suis convaincu que les auditrices et les auditeurs sortiront avec plein d'insights, des enseignements et puis des envies de se bouger un peu les fesses. Un grand merci. Je suis très touché, vraiment, c'est pas une blague, honoré d'être dans ce podcast que j'écoute et qui m'a accompagné cet été sur la route. Top, merci beaucoup, à très bientôt et puis je te souhaite une excellente semaine. Merci à toi aussi.